Chapitre 13. Les serres vivantes. Après le pain, vient le verre. Mon chemin me porte au-delà de la cuisine commune, vers les grandes structures de verre, aluminium et de bois clair qui semblent de respirer au soleil levant. Les serres. Le mot est trop industriel, trop froid pour ce qu'elles sont. Ici, ce sont des poumons, des matrices. J'y entre comme on pénètre dans un corps. La transition est immédiate, l'air devient chaud, humide, vibrant d'une vie intense et silencieuse. Il sent la terre riche et mouillée, la chlorophylle, le travail incessant de milliers de plantes. Un léger murmure aquatique emplit l'espace. C'est le sang de ce lieu. L'eau puisée à la source circule dans un réseau complexe de canaux de bambou et de rigoles en terre cuite. Elle part des grands bassins où des poissons, aux flancs argentés, ondulent lentement, leurs mouvements créant des reflets apaisants sur la verrière. Leurs déjections, riches et vivantes, sont transportées par l'eau et nourrissent les racines des plantes suspendues au-dessus d'eux ou qui poussent dans des lits de gravier. En retour, les plantes purifient l'eau qui retourne ensuite aux poissons. Un cercle parfait, une conversation ininterrompue entre le végétal, l'animal et le minéral. Il n'y a pas de gaspillage, seulement de la transformation. C'est la grammaire du vivant et de la vie. Je me souviens des documentaires sur l'agriculture intensive que je regardais autrefois, fascinée et horrifiée. Des champs immenses, uniformes, saturés de produits chimiques, travaillés par des machines monstrueuses. Des usines à viande où des animaux vivaient une vie qui était une négation de la vie. Tout était segmenté, optimisé pour un rendement chiffré, au mépris de l'équilibre. Ici, nous avons sacrifié le rendement maximal pour l'harmonie maximale. Notre abondance n'est pas quantitative, elle est qualitative. Elle ne réside pas dans la surproduction, mais dans la santé et la résilience d'un système qui se nourrit lui-même. Chaque plante, chaque insecte, chaque poisson est un participant, un citoyen de cette République verte. Chapitre 14. La récolte. Mes mains gantées connaissent les feuilles à cueillir, non par savoir livresque, mais par une connaissance tactile, celles qui sont prêtes, qui s'offrent presque au passage de ma main. Je ne prends jamais tout sur une même plante, ce serait une agression. Juste ce qu'il faut pour le repas du jour, une feuille ici, une autre là. C'est une discussion, pas un pillage. Je sens la texture croquante des laitues, la rugosité d'une feuille de bourrache, le parfum poivré du basilic que j'effleure à peine pour réveiller son arôme. Autrefois, j'achetais des légumes sous plastique, calibrés, anonymes, morts avant même d'être cueillis. Des objets. Ici, je participe à un échange. Je prends une feuille et je sens la plante continuer à vivre, prête à en offrir d'autres demain. Je suis un maillon de la chaîne, un partenaire, pas son prédateur ultime. Et Lara est à quelques mètres, son panier déjà à moitié rempli. Elle ne se hâte pas. Son attention est entièrement tournée vers une rangée de haricots grimpants. Elle ne cueille pas, elle observe. Son regard suit le cheminement d'une coccinelle sur une feuille. Elle sourit. Ce sourire n'est pas pour moi. Il est pour la scène qui se déroule devant elle, ce petit drame silencieux de la vie qui continue. Sa présence ici n'est pas celle d'une agricultrice, mais d'une gardienne, d'une facilitatrice. Elle est la garante de la bonne santé de ce corps, veillant à ce que chaque membre de cette communauté végétale et animale prospère. En repartant, mon panier de joncs tressé léger mais plein, je jette un œil au bassin. Un poisson remonte à la surface, créant une onde qui se propage lentement. C'est comme un battement de cœur visible de ce grand corps que sont les cerfs. Chapitre 15. La salle du corps. Plus tard dans la journée, après le travail physique et le repas partagé, le corps réclame son dû. Non pas l'effort brutal, la performance qui brise et qui flatte l'ego, mais l'attention. La salle du corps est un espace ouvert, presque nu, aux murs de bois clair et au sol souple fait d'un composite de liège et de caoutchouc recyclé. Il n'y a pas de machine de torture chromée, pas de musique tonitruante et surtout pas de miroir. Le seul reflet est celui que l'on trouve en soi. Nous nous installons en cercle sur des tapis de joncs. Il n'y a pas de guide attitré. L'un commence un mouvement, un étirement lent, une torsion douce inspirée par le besoin de son propre corps. Les autres suivent, non par imitation servile mais par résonance, adaptant le mouvement à leurs propres limites et sensations. Le souffle de chacun, d'abord personnel, s'accorde peu à peu au rythme commun, créant une vague sonore presque imperceptible. Je sens mon dos se délier, mes épaules s'abaisser, ces mêmes épaules qui ont porté le poids de tant de dossiers et de responsabilités factices. Je redécouvre des muscles oubliés, des tensions qui se dissolvent dans le mouvement fluide. C'est une écoute profonde,
un dialogue silencieux avec sa propre chair. Mon regard croise celui de Simon, un homme bâti comme un chêne, dont les mains puissantes peuvent façonner le bois et la pierre. Dans cet espace, sa force n'est pas une démonstration. Elle se transforme en une souplesse surprenante. Il bouge avec la lenteur d'une branche qui se plie sous le vent sans jamais se rompre. Sa concentration est totale. Il n'est plus Simon le bâtisseur. Il est un corps qui respire et qui cherche son équilibre. La séance se termine comme elle a commencé, paisiblement. Chacun s'arrête quand il sent que c'est juste de le faire. Nous restons allongés quelques instants, sentant le sol nous soutenir, la respiration collective s'apaisant. C'est la différence fondamentale avec l'ancien monde. Là-bas, l'exercice physique était une lutte contre le corps, pour le sculpter, le forcer, le rendre performant. C'était une autre forme de travail, de compétition. Ici, c'est un acte de réconciliation avec le corps, un remerciement pour le service qu'il nous rend. Chapitre 16. Le quartier des âges. Mon chemin croise parfois le quartier des âges. Ce n'est pas une école au sens où je l'ai connue. C'est une clairière vivante où les plus jeunes et les plus anciens se rencontrent naturellement. Aujourd'hui, un petit groupe d'enfants, pas plus de 7 ou 8 ans, ont les yeux bandés. Ils sont assis en cercle sur l'herbe. L'un d'eux tient une pierre tiédie par le soleil, un autre une plume de jais, un troisième un morceau d'écorce de pin rugueuse. Un ancien Silas les guide, non par la parole, mais en posant une main légère sur une épaule, en inclinant une tête dans la douceur, pas des enfants, mais nos enfants une teranga subtile, où le transfert de la connaissance est de mise. Leur concentration est totale, presque palpable. Ils apprennent le monde par le toucher, par l'odeur, par le poids, par la texture. Il n'y a pas de compétition, pas de notes, pas de jugement, juste l'émerveillement de la découverte sensorielle pure. Un garçon retire son bandeau, regarde la feuille de chêne qu'il tenait dans sa main comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie, et un sourire d'une pureté désarmante éclaire son visage. Je pense à mes années d'études, à l'abstraction froide des savoirs, à la violence des classements, et je mesure la distance vertigineuse qui sépare ces deux mondes. Ici, on n'apprend pas sur le monde, on apprend à être au monde. Silas se tourne vers moi et me fait un signe discret de la tête, m'invitant à m'approcher. Il me tend un objet sans un mot, c'est une pomme de pin. Je ferme les yeux et je la prends, j'imite les enfants. Je sens la géométrie parfaite des écailles, leur dureté ligneuse, l'odeur résineuse qui s'en dégage. Je sens son poids dans ma paume. C'est un objet que j'ai vu des milliers de fois, sans jamais vraiment le sentir. Silas pose une main sur mon épaule, le même geste qu'il a eu pour les enfants. Et je ressens la même chose qu'eux, l'émerveillement simple d'une redécouverte. L'âge n'a aucune importance ici, nous sommes tous des apprentis du réel. Chapitre 17. L'apprentissage du geste. Je vois aussi les adolescents. Ils ne sont pas cloîtrés dans des salles, passifs devant un savoir descendant. Ils sont dans le faire. L'un apprend à réparer le pain avec Myriam, la boulangère, ses doigts encore maladroits guidés par les mains expertes de l'artisane. L'autre est dans les serres avec Elara, et je l'entends poser une question basse sur le cycle de l'eau. Un autre encore, plus loin dans la forêt, apprend à reconnaître les chants d'oiseaux et certaines plantes que nous avons dû planter pour notre santé avec une femme dont le savoir semble aussi vaste et naturel que la forêt elle-même. L'apprentissage ici n'est pas l'accumulation de connaissances abstraites et compartimentées, c'est la transmission d'un geste juste, d'une attention au vivant, d'une compréhension intime des matériaux et des processus. C'est devenir capable de nourrir, de réparer, de soigner, de construire, de trouver sa place dans le grand organisme du sanctuaire, non par la force ou l'ambition, mais par la compétence sensible et l'utilité concrète. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle sait, mais à ce qu'elle peut faire pour le bien de la communauté. Plus tard, je vois le jeune homme qui était avec Myriam. Il marche avec une fierté tranquille, portant aux pieds les sandales qu'il a lui-même réparées. La couture est un peu inégale mais solide. Ce ne sont pas que des chaussures. C'est une preuve tangible de sa capacité, un premier pas vers l'autonomie et la contribution. Dans son regard, je ne vois pas l'arrogance d'une réussite, mais la joie profonde et silencieuse de celui qui a transformé la matière par son propre effort. Cette joie est une monnaie bien plus précieuse que toutes celles que j'ai connues. Chapitre 18. La source. Certains jours, un poids invisible se pose sur mon esprit. Les vestiges de l'ancien monde, peut-être. Une anxiété sans nom, une réminiscence de la fatigue existentielle qui me rongeait. Dans ces moments, mes pas me mènent d'eux-mêmes, sans décision consciente, vers le cœur géographique et spirituel du sanctuaire. La source. Ce n'est pas un lieu aménagé, pas un monument.
juste une anfractuosité dans la paroi rocheuse de la vallée, un repli sombre et humide d'où l'eau suinte, goutte à goutte, pure et glacée. Elle forme un petit bassin naturel d'une clarté parfaite au fond duquel chaque caillou est un monde, avant de disparaître sous terre pour aller alimenter nos vies. Le son est unique, hypnotique. Ce n'est pas un bruit, mais la pulsation originelle du lieu. Je m'assois sur une pierre plate, tiédie par un soleil timide qui filtre à travers les feuilles du grand frêne qui la protège. Je ne pense à rien, je ne cherche rien, je me contente d'être là, de respirer au rythme de l'eau qui naît et qui s'écoule, et de laisser le silence faire son œuvre de lente guérison. Ce lieu est le début et la fin. C'est de cette eau que nous buvons, avec laquelle nous cuisinons, que nous utilisons pour irriguer les serres. C'est cette même eau qui, purifiée par son voyage à travers notre communauté, retourne à la terre. La source est le symbole parfait de notre économie circulaire, de notre interdépendance avec le lieu. S'asseoir ici, c'est se rappeler que nous ne sommes que des passeurs. Nous recevons, nous utilisons avec soin et nous rendons. La simplicité de ce cycle quand on y est confronté physiquement est un baume puissant contre la complexité anxiogène de l'accumulation et de la propriété qui régissait mon ancienne vie. Chapitre 19. Le goût de la roche. Je tends la main et recueille un peu d'eau dans ma paume. Je la porte à mes lèvres. C'est le goût que j'ai retrouvé en arrivant ici. Le goût que j'avais oublié exister. Le goût de la vérité. Une eau qui n'a pas été traitée, violentée, enfermée dans des tuyaux de plastique pour des mois, vendue dans des bouteilles qui promettaient une pureté artificielle. Autrefois, l'eau était une commodité, un produit. Je me souviens des réunions où l'on servait des bouteilles d'eau, importées des Alpes ou des Fidji, leur prix un marqueur de statut aussi absurde que silencieux. Cette eau-là était morte, stérile. Elle hydratait le corps, mais asséchait l'âme. Celle-ci, l'eau de la source, a le goût de la roche qu'elle a traversée, de l'obscurité millénaire dont elle vient. Elle a une minéralité franche, une vivacité qui picote la langue. C'est une eau qui a une histoire. En la buvant, je sens cette histoire se mêler à la mienne. C'est un acte de communion avec le lieu, avec la terre même du sanctuaire. Rester ici, assis sur cette pierre plate, usée par des générations de paumes et de corps cherchant le réconfort, c'est laisser ce silence liquide me laver de l'intérieur. Les pensées parasites, ces échos persistants de mon ancienne vie, un fragment de plaidoirie, le visage d'un client mécontent, une angoisse financière soudaine et irrationnelle, s'apaisent. Le poids qui s'était accumulé sur mes épaules sans que j'y prenne garde, vestige d'une tension que je ne sais plus nommer, se dissout dans le murmure constant de l'eau. La source ne donne pas de réponse. Elle n'offre aucune solution, elle dissout la question. Elle me rappelle que je suis moi aussi un cours d'eau. Fait de la même matière, traversant le temps, destiné à rejoindre un ensemble plus vaste. Et dans ce rappel, il y a toute la paix du monde. Chapitre 20. Le point Raïs. Une des lampes de ma demeure a cessé de fonctionner. Sa lumière ambrée, habituellement si stable, a vacillé hier soir avant de s'éteindre dans un dernier souffle lumineux. Dans l'ancien monde, j'aurais jeté la lampe, maudit sa faible qualité et en aurais commandé une nouvelle d'un simple clic sur Internet, livrée le lendemain. L'idée même de réparation était une perte de temps, une inefficacité économique. Ici, l'objet n'est pas jetable. Il est un nexus de matériaux et d'énergie qu'il faut honorer. Je prends donc la lampe délicatement et me dirige vers le cœur systémique du sanctuaire, un lieu que nous appelons le point Raïs. Le chemin y mène en descendant, par une rampe douce creusée dans la roche. L'air se rafraîchit, le son de nos pas s'assourdit. On y entre comme dans une crypte sacrée. Raïs représente également notre monnaie locale, celle qui nous permet d'être indépendants dans cet environnement de bienveillance. C'est aussi une grande salle souterraine, circulaire et silencieuse. Pas de machines bruyantes, pas de câbles apparents. Au centre, la vasque de pierre polie d'où émane une douce lumière est le seul point focal. À l'intérieur, des fluides de différentes couleurs, presque organiques, circulent lentement dans un réseau de canaux cristallins. Je ne comprends pas la technologie, si c'en est une. Personne n'essaie de l'expliquer en termes mécaniques. Nous savons simplement qu'elle est la représentation vivante des flux du sanctuaire, l'eau, l'énergie, le cycle des matières. Un des diacres, un homme nommé Kael, au visage jeune mais au regard d'une gravité ancienne, se tient près de la vasque. Il ne me salue pas avec des mots, mais par un lent hochement de tête.
Je dépose ma lampe sur une alcôve désignée sur le rebord de la vasque. Sans un mot, Kaël la prend et la pose sur une autre stèle de pierre légèrement en retrait. Il place ses mains gantées de part et d'autre de la lampe sans la toucher. La lumière de la vasque semble réagir. Un fin filet lumineux d'une couleur dorée part d'un canal central et vient lécher la base de la stèle. La lumière de ma lampe vacille, puis se rallume, stable et douce. Kaël me la rend avec le même hochement de tête. L'échange a duré moins d'1 minute. Pas un mot, pas un formulaire, pas une question. L'énergie juste a été redirigée pour réparer un déséquilibre. Mon ancienne vie me hurle que c'est impossible, magique. Mon esprit d'avocat veut disséquer, analyser, comprendre le mécanisme. Mais le sanctuaire m'a appris autre chose. Ne pas chercher à comprendre, mais à faire confiance. L'équilibre n'est pas une formule à calculer. C'est un état à ressentir et à maintenir. Tout est équilibre. Chapitre 21. Les clapiers. Mon tour est venu de m'occuper des clapiers. Le mot est impropre, un héritage de l'ancien langage qui peine à décrire notre réalité. Il n'y a pas de cage, pas de barreaux. Les lapins vivent libres dans de vastes enclos herbeux, parsemés d'abris creusés dans la terre et de bosquets pour s'y cacher. Les poules grattent le sol librement sous les arbres fruitiers, leur gloussement une ponctuation douce dans le silence de l'après-midi. Ce n'est pas un élevage, c'est une cohabitation qui fait ainsi tout le tour des serres. Cela les laisse libres de passage, mais aussi de partager avec la nature même des serres. Ma tâche est simple. Je viens ramasser les œufs que les poules laissent dans des nids de paille que nous entretenons pour elles. C'est un don, jamais une collecte forcée. J'en trouve 7 aujourd'hui, encore tièdes, leurs coquilles aux teintes variées, du blanc crème au brun rosé. Je les place dans mon panier avec précaution. Je vérifie les abreuvoirs, remplis par un système d'eau de pluie récupérée. J'apporte un seau de surplus de légumes des serres, des feuilles de salade un peu flétries, des fanes de carottes que je disperse sur le sol. Les animaux ne sont pas craintifs. Ils ont appris que nos mains ne sont pas des menaces. Un lapin au pelage gris s'approche, ses narines frémissent de curiosité. Je m'accroupis et tends la main. Il vient sentir mes doigts, son souffle chaud une caresse sur ma peau. Une poule vient picorer à mes pieds sans se soucier de ma présence. Il n'y a pas de barrière de peur entre nous. Nous partageons un espace, un cycle. Autrefois, l'animal était pour moi une abstraction, une image dans un documentaire ou un produit fini, anonyme et sans histoire, dans mon assiette. Ici, chaque animal a une présence, une individualité. Je ne suis pas leur maître, je suis leur voisin, et pour un temps, leur gardien. Chapitre 22. Le contrat silencieux. Mon tour est venu de m'occuper des clapiers. Le mot est impropre, un héritage de l'ancien langage qui peine à décrire notre réalité. Il n'y a pas de cage, pas de barreaux. Les lapins vivent dans de vastes enclos herbeux, parsemés d'abris creusés dans la terre et de bosquets pour s'y cacher. Les poules grattent le sol librement sous les arbres fruitiers, leur gloussement une ponctuation douce dans le silence de l'après-midi. Ce n'est pas un élevage, c'est une cohabitation. Ma tâche est simple. Je viens ramasser les œufs que les poules laissent dans des nids de paille que nous entretenons pour elles. C'est un don, jamais une collecte forcée. J'en trouve 7 aujourd'hui, encore tièdes, leurs coquilles aux teintes variées, du blanc crème au brun rosé. Je les place dans mon panier avec précaution. Je vérifie les abreuvoirs, remplis par un système d'eau de pluie récupérée. J'apporte un seau de surplus de légumes des serres, des feuillacons de salade un peu flétris, des fanes de carottes que je disperse sur le sol. Les animaux ne sont pas craintifs. Ils ont appris que nos mains ne sont pas des menaces. Un lapin au pelage gris s'approche, ses narines frémissant de curiosité. Je m'accroupis et tends la main, il vient sentir mes doigts, son souffle chaud une caresse sur ma peau. Une poule vient picorer à mes pieds sans se soucier de ma présence. Il n'y a pas de barrière de peur entre nous. Nous partageons un espace, un cycle. C'est dans ces moments que la notion de contrat, si centrale dans ma vie d'avant, me revient à l'esprit avec une clarté nouvelle. Autrefois, un contrat était un document écrit, bardé de clauses, de conditions et de pénalités. Il était fondé sur la méfiance. Il anticipait la trahison, la mauvaise foi, le conflit. C'était un mur de mots érigé entre deux parties pour se protéger l'une de l'autre. Chaque page était une armure, chaque signature, une chaîne. Je passais mes journées à tisser ces toiles complexes pour capturer le futur et contraindre la volonté. C'était un acte de guerre préventive déguisé en accord. Ici, le contrat est d'une autre nature. Il est vivant,
non écrit, et fondé sur la confiance la plus élémentaire. C'est un échange, un équilibre. Nous offrons à ces créatures une vie bonne, exempte de la peur constante des prédateurs, avec une nourriture saine, de l'eau pure et un espace pour s'ébattre. Nous leur offrons la sécurité et le soin. En retour, très occasionnellement, l'une d'elles nous offre sa vie pour nourrir la nôtre. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est un pacte, un cycle dont nous assumons la responsabilité avec une gravité qui frôle le sacré. Nous mangeons peu de viande, mais quand cela arrive, c'est l'un de ces animaux. L'acte n'est jamais pris à la légère, il n'est pas caché, ni délégué. Je me souviens de la première fois que j'y ai assisté, quelques mois après mon arrivée. Mon estomac était noué, mon esprit d'urbain révulsé par l'idée. Mara, une femme âgée dont les mains semblaient pourtant posséder la force tranquille de la terre, avait choisi un jeune coq. Ce ne fut ni violent ni cruel, ce fut rapide, précis et accompli avec un respect qui confinait à un rituel. Ensuite, la communauté s'est réunie en silence, non pour l'animal mort, mais pour honorer le cercle de la vie et de la mort dont nous faisons tous partie. Il n'y avait pas de tristesse, mais une gratitude profonde, une reconnaissance du sacrifice qui allait nourrir nos corps. Chaque partie de l'animal fut utilisée, la viande pour le ragoût, les plumes pour des coussins ou des décorations, les os pour le bouillon, même les entrailles posées pour nourrir les poissons des bassins d'aquaponie. Rien ne fut gaspillé, c'est cela notre contrat. Il est signé chaque jour par le geste qui nourrit, par le regard qui observe, par la main qui soigne. Et il est honoré dans la gratitude de celui qui reçoit. En quittant les enclos, je croise Léna. Elle est assise sur une pierre et observe les lapins, une expression de profonde concentration sur son visage. Elle ne me dit rien, mais son regard croise le mien, et je sais qu'elle pense à la même chose. Ce contrat silencieux est la pierre angulaire de notre relation au vivant. Se souvenir de cela, c'est se souvenir que la vie se nourrit de la vie, et que prendre part à ce cycle avec conscience et gratitude est la seule façon de le faire avec dignité. Chapitre 23. La texture du son. La première règle que j'ai apprise ici n'était pas écrite. Je l'ai ressentie dans mes os, dans la détente progressive de mes muscles maxillaires qui, pendant 40 ans, avaient été chroniquement crispés. C'est la règle de l'écologie acoustique, l'absence de bruit artificiel, agressif et inutile. Il n'y a pas de sonnerie de téléphone, d'alarme stridente, de moteurs vrombissants, de musique imposée dans les espaces communs. Ce silence n'est pas un vide. Il est plein, vibrant des sons du vivant. Il est la condition de possibilité de tout le reste. Mon ouïe s'est transformé, je ne me contente plus d'entendre, j'écoute. Le monde sonore a retrouvé sa texture, sa profondeur, son information. Ce matin, en marchant vers les cerfs, j'ai fait l'expérience consciente de cette nouvelle faculté. Je distinguais avec une précision d'orfèvre le bruissement des feuilles de chêne, plus grave et sec, du sifflement plus soyeux du vent dans les aiguilles des pins. Le crissement de mes pas sur la terre sèche du chemin principal était un staccato minéral, tandis que celui, plus loin sur la mousse humide près de la source, était un bruit mat, absorbé, presque un soupir. J'ai entendu le souffle régulier de la personne qui marchait à une dizaine de mètres derrière moi, et j'ai reconnu à son rythme que c'était Simon, dont la démarche est toujours plus posée que celle des plus jeunes. Un souvenir violent a surgi, aussi incongru qu'une tache d'huile sur une eau pure. Une rue de ma ville d'avant. La sirène d'une ambulance, le freinage brutal d'un bus, le marteau-piqueur d'un chantier, les basses d'une voiture à l'arrêt, des milliers de conversations qui se superposent en un brouhaha informe, et par-dessus tout, ce bourdonnement constant, cette vibration basse des systèmes de climatisation et des réseaux électriques. Le bruit était une pollution permanente, une agression que mon cerveau devait filtrer sans relâche, me laissant dans un état de fatigue et d'irritabilité de bas niveau que je croyais normal. C'était une guerre acoustique permanente, une cacophonie qui atomisait la pensée et empêchait toute véritable écoute. Ici, chaque son est une information, une caresse, un avertissement. Le bourdonnement d'une abeille me signale la présence de fleurs. Le craquement d'une branche me prévient d'un passage. Le murmure de l'eau m'apaise. Dans l'atelier de Myriam, je peux distinguer le son du fil ciré qui traverse le cuir de celui de la laine qui le perce. Chaque son a un sens, une source, une histoire. Il n'est plus une nuisance à filtrer, mais un message à accueillir. En protégeant le silence, nous avons fait bien plus que réduire le stress. Nous nous sommes redonné la capacité d'écouter le monde. Nous avons restauré la hiérarchie naturelle de l'information.
L'architecture sonore du sanctuaire est aussi importante que son architecture physique. C'est une règle fondamentale, non parce qu'elle est imposée, mais parce qu'elle découle logiquement de notre désir de vivre en état de présence. C'est une forme de respect envers notre propre système nerveux et envers la voix subtile du monde qui nous entoure. Chapitre 24. Le jour du grand silence. Un jour par semaine, toute parole s'éteint. C'est le jour du grand silence. Le premier que j'ai vécu fut une épreuve, une torture. L'habitude de nommer, de commenter, de demander, de confirmer était si profondément ancrée que le silence forcé me rendait maladroit, frustré. J'avais l'impression de me mouvoir dans de la mélasse, chaque interaction devenant une énigme compliquée. Comment demander de l'aide pour porter une poutre? Comment indiquer que la jarre d'eau était vide? Mon esprit bouillonnait de mots non dits, créant une cacophonie intérieure pire encore que le bruit de mon ancienne vie. Maintenant, je l'attends comme un baume, une réinitialisation. La communication ne s'arrête pas. Elle se transforme. Elle s'approfondit. Hier était un de ces jours. Nous devions déplacer une grande meule de pierre qui s'était descellée près du moulin. Une tâche qui, dans le monde d'avant, aurait nécessité des ordres, des cris, des avertissements. Nous étions 5, il n'y eut pas un mot. Simon a simplement regardé la pierre, puis nous a regardés, ses yeux posant la question. Nous avons hoché la tête, il a désigné des points de prise d'un geste lent. Nous nous sommes placés. D'un seul regard circulaire, il a établi le contact. Puis, un imperceptible mouvement de son menton a suffi. Nos muscles se sont bandés à l'unisson. La pierre s'est soulevée, lourde, mais sans à-coups. Nos respirations s'étaient synchronisées instinctivement. Nous l'avons déplacée, chacun sentant les micro-ajustements des autres, nos corps formant un seul organisme mu par une intention commune. C'était une danse d'une précision et d'une beauté extraordinaires. Plus tard, j'ai vu une enfant tomber. Sa mère ne s'est pas précipitée en criant son nom. Elle s'est approchée calmement, s'est agenouillée. Le regard de l'enfant, plein de larmes prêtes à couler, a croisé celui de sa mère. La mère a simplement posé sa main sur le genou égratigné, puis a doucement essuyé une larme sur la joue de l'enfant avec son pouce. Pas un mot. Mais dans ce silence, tout était dit. Je suis là. Je vois ta peine. Ce n'est pas grave. Tu es en sécurité. La petite a reniflé, s'est relevée et a continué à jouer. Le jour du grand silence est un entraînement à la présence. Il nous apprend à être avec les autres, avant de faire ou de dire quoi que ce soit. Je me rends compte aujourd'hui que la parole est souvent une paresse, une façon de court-circuiter la véritable communication, qui passe par le corps, le regard, l'attention. Les mots peuvent mentir, masquer, distraire. Un regard, une posture, un service rendu, sans qu'il soit demandé, tout devient plus signifiant, plus lourd de sens. C'est une journée où l'on écoute ce qui est habituellement couvert par le bruit de nos propres voix, les rythmes subtils du sanctuaire, les besoins non exprimés des autres et le murmure de notre propre monde intérieur. C'est une douche pour l'âme qui lave les scories de la parole inutile et nous rend à la pureté de l'intention. Chapitre 25. L'énergie juste. Personne ne nous dit d'économiser l'énergie. Il n'y a pas d'affiche, pas de slogan, pas de compteur affichant une consommation culpabilisante. C'est une évidence, une forme de respect envers le système qui nous soutient. Cette règle n'est pas une contrainte morale, c'est une élégance fonctionnelle. L'énergie juste pour le geste juste. Hier, j'ai vu Kaël, l'un des plus jeunes et des plus vifs d'esprit, passer près de 2 heures à réparer la petite turbine qui alimente les lampes de la bibliothèque. Une des pales était légèrement tordue, créant une vibration et une infime perte de rendement. Dans mon ancienne vie, on aurait commandé une pièce de rechange ou même remplacé toute la turbine, le coût de la main-d'œuvre pour une réparation si minutieuse étant prohibitif. Je l'ai observé. Il n'a pas sorti une caisse à outils tonitruante. Il a utilisé quelques fines pinces, un petit marteau et surtout ses oreilles et ses doigts. Il faisait tourner la turbine à la main, écoutant la dissonance dans le son, sentant la vibration parasite du bout des doigts. C'était un diagnostic sensoriel. Puis, avec une patience infinie, il a tapoté, tordu, ajusté, jusqu'à ce que le mouvement soit parfaitement fluide, le son parfaitement pur. Il était moins un mécanicien qu'un luthier accordant son instrument. La lumière douce de nos lampes est utilisée avec parcimonie. On n'éclaire pas une pièce entière quand seule une table a besoin de lumière. La plupart de nos outils sont manuels, prolongeant l'énergie de nos propres corps.
Le four solaire nous apprend la patience et l'alignement avec les rythmes du ciel plutôt que la satisfaction instantanée d'un four électrique. Jeter un objet réparable est une offense à l'arbre qui a donné son bois, à la roche qui a donné son métal, à l'artisan qui l'a façonné, à l'énergie qui a été dépensée pour le créer. Le prolonger, c'est honorer sa matière et son histoire. Cette philosophie de l'énergie juste a une conséquence profonde sur notre perception du temps. Ne pas chercher la solution la plus rapide, mais la plus juste, libère de la tyrannie de l'urgence. Kael n'a pas non perdu 2 heures. Il a investi 2 heures dans la santé à long terme de notre système. Il a renforcé le lien entre lui et l'objet, entre l'objet et la communauté. C'est une économie qui ne cherche pas à maximiser le profit ou la vitesse, mais l'harmonie et la durabilité. Consommer le moins possible n'est pas une privation, mais une liberté.